Très bien, donc bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce par le Policy Center for New South et Fit Impact Development. Nous vous présentons pour le retard que nous accusons dans le démarrage de ce webinaire. Donc, d'avancer dans les propos, présenter les deux organisateurs, notamment le Policy Center qui est un think tank marocain dont la mission consiste à contribuer à des politiques publiques aussi bien sur le plan économique, social et international, bien entendu, le Maroc, l'Afrique et le Sud de façon et Fit Impact Development qui co-organise ce webinaire avec le Policy Center for New South et des formations de droit OADA créé au Mali et fêter l'action internationale et les gouvernements dans leur programme de développement communautaire et questions d'urgence. Et particulièrement, donc, aujourd'hui, ce webinaire est le nouvel ordre mondial, les enjeux militaires de la Russie en Ukraine de 2022 a davantage mis le monde dans une certaine bipolarité et en substitution à l'unipolarité du monde dominé par donc en tête de file. Et les manœuvres aujourd'hui sont bien visibles. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Comment est-ce à remettre en cause l'unipolarité du monde? En quoi consiste le concept de nouvel ordre mondial dont on entend parler de plus en plus? Rapport de force entre les adeptes de la bipolarité et les adeptes de l'unipolarité. Quelles sont les mutations économiques, politiques et sociales que cela génère, mais surtout et du Sud, dans ces mutations? Donc, pour ce faire, nous avons trois intervenants donc, avec lesquels nous allons nous entretenir. Le professeur Mohamed Zakaria Abou Dahab. Professeur, vous êtes professeur Mohamed Zakaria à l'université Mohamed V, donc dans les disciplines du droit public, des sciences politiques, bien entendu. Vous avez aussi vice-doyen de la faculté de droit de 2013 à et aussi expert évaluateur au Centre national, au National Center for Technical Research. Et vous avez participé, bien entendu, à de nombreuses recherches, formations à l'échelle nationale, régionale et internationale, plusieurs publications. Donc, professeur, nous allons aborder avec vous, commencer donc ce webinaire. Vous êtes le premier intervenant. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le conflit de l'Ukraine, c'est qu'est-ce que l'Ukraine, cela n'est bien entendu pas anodin. Ça n'est pas la seule crise qu'on a comme l'impression qu'on est dans une espèce de désordre. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel les relations internationales lorsqu'on dit aujourd'hui, est-ce que la théorie peut nous permettre de dire que le monde se redessine? Professeur. Est-ce que vous m'adressez la question? Oui, exactement. Oui, parce que j'ai des coupures de son. Mais bon, alors, d'abord, merci. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, les intervenants, mais aussi on va dire les auditeurs ou téléspectateurs.
Alors, ce qu'on peut dire effectivement dans ma proposition, je voulais en réalité, si les théories des relations internationales pouvaient nous aider à dépasser ce capharnaüm, si vous voulez, et à tenter un peu de créer de l'ordre intellectuel. Il faut dire qu'aujourd'hui, peut-être même, les théories sont impuissantes, d'éléments explicatifs, cognitifs suffisamment convaincants pour que l'on puisse au moins déterminer les fondamentaux qui a entraîné la région dans un embrasement quasiment imprécis et indéterminé. Il y a toujours des rebondissements, etc. La Russie met un terme à l'accord sur l'acheminement des céréales, etc. Les attaques massives contre Kiev, etc., etc. Vous le permettez, mais rapidement, c'est juste pour que l'on puisse un peu structurer notre propos, essayer à travers trois niveaux ou trois éléments interdépendants, capter, si vous voulez, un peu la dynamique d'évolution du système international, mais je le dis rapidement. Alors, premièrement, on va dire qu'il y a eu ce qu'on appelle de Yalta 44 et 45. En fait, c'était les deux super grands à l'époque, les États-Unis et l'ex-Union soviétique, qui ont tenté un peu de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec par la suite la défaite, bien entendu, de l'Allemagne, du Japon, et donc l'instauration de l'ordre de la charte de San Francisco, avec la configuration que nous connaissons, Assemblée générale, un ordre monétaire et financier chapeauté par les institutions de juillet 1944, et plus tard, élément de la trilogie, comme on dit en droit, et la charte de la Havane qui devait créer à l'époque l'Organisation internationale du commerce. Ça n'a pas faux, le GATT, qui est l'accord général sur les tarifs douaniers, le commerce était entré en vigueur et a fonctionné tant bien que mal. Certes, il a été fondé sur la bipolarité, une espèce d'équilibre de la terreur entre les deux grands. Il a évolué dans l'histoire des relations internationales, aussi pour interpeller la place de la Chine dans cette configuration. Également la Tchécoslovaquie, Yougoslavie, etc. Et le camp occidental, entre guillemets, qui était un peu les États-Unis, en même temps, qui avait plusieurs leviers, si vous voulez. Il y a eu le levier militaire et par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été créée, on le sait, en 1949. Dans la même foulée, il y a eu un raisonnement institutionnel qui a poussé beaucoup de pays occidentaux à mettre sur pied des institutions comme l'Européenne de coopération économique, qui s'est transformée en 61 en OCDE, et c'était un autre bras économique extrêmement important qui a été constitué par l'incarnation même de la doctrine du containment, comme on dit, Americans in and the Germans down and the Russians out. Aujourd'hui, fonctionne autrement, comme on dit en droit mutatiste. On était en pleine guerre froide, c'est vrai. C'était également le temps de régimes internationaux, donc on peut dire qu'il y a eu une percée. Je suis en train vraiment de résumer, qui a accouché d'un certain nombre de sur le plan des droits de l'homme. Il y a eu création de pas mal d'institutions. On peut dire ça avec la mise sur pied de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Et c'était la fissuration de cet ordre a commencé à apparaître à partir des années 80, sans remonter loin, parce que même les années 70, c'était national, l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Mais pour aller vite, on peut dire que la dislocation de l'Empire soviétique et sa succession n'étaient pas bien parées. Beaucoup ont chanté, comme ça a été cité dans le résumé de Madame The Last Man and the End and History, une histoire qui était déclarée simplement, c'était un peu de l'idéologie, c'était le consensus 90, c'était la relégitimation des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale, qui sont devenues
un peu les conseils de développement, etc., etc. Et permettez-moi aussi de montrer par 90, il y a eu, c'était l'appel certes de monsieur pour l'instauration d'un mondial qui était tout sinon occidental, ça a coïncidé avec le traité de Maastricht, l'Union économique et monétaire en Europe, les pays en transition, les PECO, les pays de l'Europe qui ont été poussés à adhérer au sein de l'Union, Pologne et j'en passe. Et puis un discours de rationalisation, d'ailleurs, que beaucoup de pays en développement avaient beaucoup de promesses non tenues, puisque les gens, finalement, parfois, se sont un peu désastreux, dans le sens où on n'a pas permis à ces pays réellement de s'intégrer, qui a engendré énormément de crises, je dirais même de vite. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, donc signes avant-coureurs en fin d'année, vous savez, même les accords de Minsk 1 et 2 n'ont pas pu empêcher le déclenchement. On avait des raisons de dire que réellement les mondiales allaient contraindre vers l'affrontement. Donc je ne suis pas ici en train de quoi que ce soit du côté des Occidentaux, tout en évitant parfois les clichés. Parfois, on peut s'inviter à utiliser ce qu'on appelle le constructivisme en relations internationales. Je crois qu'il est intéressant de ce point de vue pour mieux capter et comprendre un peu les perceptions de part et d'autre. Mais on peut dire que le conflit en Ukraine, déclenché après l'offensive le 24 février 2022, constitue véritablement une rupture par rapport à l'ordre précédent. C'est une sorte de remise en cause. Moi, je crois, deuxièmement, il traduit une impuissance de la puissance, comme disait Badier, en tout cas l'impuissance du droit international et de l'ONU d'empêcher l'offensive, il faut le dire, qui est totalement annihilée. Troisième élément, une certaine duplicité de part et d'autre, deux poids, deux mesures. On est incapable de défendre l'intégrité territoriale d'un pays et pourtant en sortir tous les secours possibles, mais en même temps, une inaction et au final, ça crée parfois des frustrations. Mesdames et messieurs, c'est ce genre de posture donne raison aux individus d'autres pays pour au final considérer que le droit international et donc nous acheminons tout simplement vers l'inconnu, vers l'incertitude, qui considèrent que les relations internationales aujourd'hui sont variabilité, incertitude, complexité, ambiguïté, qui parlent de la collapsologie, l'effondrement des systèmes, à la disruption, à cette zone de turbulence interminable, comme disait James, c'est le self-help. Donc, nous réépousons le paradigme de Kenneth Waltz, structuro-réalisme, qui au final aujourd'hui considère, nous sommes en train un peu de l'actualiser, que la finalité majeure ou l'objectif de toute politique étrangère, et donc c'est le chaque pour tous. Dernier mot, je voudrais quand même rappeler cette notion très importante, elle est anthropologique dans le domaine des relations internationales, dans un esprit de sens social, l'anthropocène. L'anthropocène serait donc non seulement des équilibres naturels, avec le dérèglement climatique aujourd'hui, la globalisation des risques sanitaires, il est un homme belliqueux avec un H majuscule, bien entendu, et à un moment donné, nous avons approfondir pour analyser, si vous voulez, les constituants de l'humanité dans un seulement en termes de sciences sociales, mais également en termes de sciences expérimentales. Voilà une première réaction à votre question, mesdames et messieurs.
Bon, je pense que je vais prendre la main vu que je pense qu'on a dû perdre Monsieur Bertin en attendant qu'il se connecte, donc pour pas laisser un vide. Vous m'avez reçu, Madame Sarah, jusqu'à la fin? Parfaitement. Le son était un peu coûté et Merci. nous avons très très bien entendu. Donc, en attendant que Bertin nous rejoigne encore, mais je pense qu'on peut peut-être avoir aussi peut-être l'intervention du professeur Canuto sur la même question. En fait, est-ce que réellement, est-ce qu'un nouvel ordre mondial se dessine? Quel est votre avis sur ce constat, D'accord, Sarah. Je veux vous écouter aussi. Mais c'est un plaisir d'être ici, en si bonne compagnie. Je me concentrerai sur les aspects économiques de notre discussion sur un nouvel ordre économique mondial. En particulier, le défi posé par la Chine, de mon point de vue, particulièrement économiquement, la Russie ne représente pas un pôle alternatif. Et quand on parle de l'ordre économique mondial, je propose deux points de départ. Un, l'immédiat, après-guerre, après la Deuxième Guerre, d'accord, mais aussi la révolution qui a eu lieu entre 1990 et la crise financière mondiale de 2008. Je dis révolution au bouleversement de l'ordre, de toute façon, mais qui était très dynamique pendant presque 30 ans. Bon, quand on parle du nouvel ordre économique mondial de l'après-guerre, comme le professeur a déjà mentionné, le professeur Zakaria, on avait une architecture de gouvernance économique mondiale qui était convenue entre les États-nations, dans laquelle un cadre de régulation des relations économiques et financières transparentes, non discriminatoires et réciproques a émergé. Je me réfère ici à des institutions de Bretton Woods, où moi-même, je travaillais pendant 15 ans. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Cour générale sur les tarifs douaniers et le commerce, le prédécesseur de l'OMC. Mais aussi, c'est fondamental de considérer la révolution ou le bouleversement qui a eu lieu au cours des dernières décennies en tant que ils étaient en déroulement de l'évolution de l'ordre économique mondial, mais avec des conséquences qui font le changement aujourd'hui à l'ordre. Je dis que le bouleversement économique depuis les années 90 a été conditionné par ce que j'appelle 3 déplacements de plaques tectoniques qui sous-tendent l'économie mondiale. Ces changements tectoniques ont un impact direct sur 3 prix de base au niveau mondial, avec des implications directes sur la trajectoire économique du monde, inclusive l'ascension de la Chine. Le premier choc, c'était le choc associé à une chute de prix du travail, reflétant l'incorporation soudaine de travailleurs dont les services du monde d'œuvre n'étaient auparavant pas intégrés dans l'économie de marché mondial. Cela s'est transformé en un choc d'offres émanant d'une augmentation du nombre de travailleurs manufacturiers engagés dans le commerce international. Nous faisons référence à la démolition du mur de Berlin et à la dissolution de l'Union soviétique, ainsi qu'à l'ouverture des zones de libre-échange par la Chine, qui s'est produit avant même de rejoindre l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 2 changements complémentaires ont également pesé en faveur d'un tel mouvement de l'offre de main-d'œuvre. Les pays ont mis en œuvre des réformes en vue de l'ouverture des échanges, en abaissant les barrières commerciales tarifaires et non tarifaires,
Un autre, un ensemble de passés technologiques dans les technologies de l'information et des communications et le transport, je vais faire la containerisation, a rendu possible la fragmentation géographique de processus de fabrication et la relocalisation de certains éléments de chaîne de valeur en fonction de la commodité, y compris l'utilisation d'une d'autres moins chères. Le phénomène d'intégration de l'Asie dans la chaîne de valeur mondiale ou régionale qui avait été observé au cours des décennies précédentes a été élargi. Et la combinaison d'une plus grande facilité d'industrialisation et d'une main d'œuvre bon marché en Asie et aussi en Europe orientale, en Europe de l'Est, a posé un défi direct à la fabrication des autres endroits, inclusive à l'Amérique latine d'où je viens. Le point important ici, c'est magnifique, le bouleversement de la distribution géographique de la production manufacturière. Et alors, les grandes gagnants de ça étaient la Chine. Un deuxième changement tectonique a correspondu à un changement dans le paysage financier en raison de la baisse des taux d'intérêt dans les économies avancées et de la disponibilité de la finance mondiale à moindre coût. Même si l'on considère les primes de risque associées au marché émergent par rapport aux sources de financement dans les économies avancées, le flux des capitaux vers les marchés émergents ont acquis une importance considérable avec des cycles d'expansion et de récession. Et le troisième déplacement de plaques tectoniques, c'était en résultat de deux autres, c'était le changement de prix de base par rapport au prix des ressources naturelles et des matières premières. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce bouleversement ont se développé dans la mondialisation commerciale, la mondialisation financière et aussi, comme on connaît, le bouleversement de l'ordre commercial et financier comme nous connaissons. Alors, les grands gagnants de ça, c'était la Chine, que j'appelle un dragon en métamorphose. Parce que l'ascension de la Chine au rang des grandes puissances économiques bouleverse à plusieurs égards l'ordre mondial centré sur l'hégémonie économique américaine. La trajectoire de croissance de la Chine au cours de la deuxième décennie du siècle a été celle d'un rééquilibrage vers un nouveau schéma de croissance dans lequel la consommation intérieure doit augmenter par rapport aux investissements et aux exportations, tandis qu'une volonté de consolider l'insertion locale sur l'échelle de la valeur ajoutée d'une chaîne de valeur mondiale a également lieu. Le service devrait également poursuivre leur progression par rapport à la fabrication, mais de toute façon, la baisse de taux de croissance de PIB de deux chiffres au cours des décennies précédentes à 6% en 2019 et probablement plus bas à l'avenir serait la contrepartie de la hausse des salaires, de la consommation des marchés intérieurs et de la transition vers des poids plus élevés de services et de la haute technologie. Et c'est exactement là qu'on commence à regarder la réaction de pays occidentaux, particulièrement les États-Unis. C'est exactement quand la Chine commence à aussi gagner des positions au segment de la frontière technologique. Bon, et ça c'est la raison principale pour que les États-Unis ont déclaré à la Chine une guerre économique. Au même temps, il faut comprendre l'extraversion chinoise
ça commence à apparaître particulièrement à la dernière décennie, avec la nouvelle route de la soie, ou de Belt and Road Initiative, aussi que le flux de capitaux sans changement domestique dans la gouvernance du pays, le Soudan, et les risques d'endettement. Il faut prendre compte que les flux de capitaux chinois ont diminué plus récemment. Je me vais faire l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. Mais de toute façon, le statut a changé parce que dans le processus par lequel la Chine profitait de la globalisation pour en même temps monter les échelles de valeur, là maintenant, l'environnement a changé parce qu'il y a la résistance à la transfert des technologies, etc. Moi, et j'écris beaucoup sur ça avec mes collègues de Policy Center, je ne crois pas qu'on regarde qu'on nous sommes au bout d'une sorte de déglobalisation. Cette déglobalisation sera relative, au sens de que les avantages de cours, les avantages économiques de l'intégration sont tellement forts que même si les États essaient de changer la division du travail par l'utilisation des politiques industrielles et commerciales, elles vont être sélectives, particulièrement au secteur de haute technologie, mais pas une chose d'éliminer les avantages de coûts obtenus avec la globalisation commerciale. Mais de toute façon, nous sommes dans un environnement où lequel probablement il y aura co-living, il y aura une cohabitation avec des relations entre les pays qui seront développées selon les deux pôles. Il y aura une tentation de deux pôles, l'occidental et le chinois, de aligner les pays le développement, les pays en développement, mais ils font l'Afrique, mais il faut prendre soin du fait qu'il n'y aura aucun avantage supérieur à aligner avec un des pôles. Et pour l'Afrique, le meilleur objectif serait approfondir son intégration pour élever son poids de négociation, pour obtenir des liaisons commerciales et des investissements avec les deux pôles comme possible. Alors, la dispute entre les deux pôles devrait être, ce n'est pas une question de devoir, c'est d'une nécessité, par l'offre d'opportunité au début d'essayer d'annuler l'autre. Et ça veut dire qu'on aura une cohabitation de règles commerciales et des investissements. Ça, c'est la caractéristique du nouveau ordre économique mondial. Merci pour l'instant. Ok, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Khan. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante, c'est Sarah. Sarah, vous êtes responsable de l'unité de suivi d'analyse stratégique Center for NUSAF. Et avec vous, nous nous posons la question d'un nouvel ordre mondial. Quelle est la place pour l'Afrique? Sarah, vous. Alors, je vous remercie et je remercie également les intervenants pour leurs analyses. Je pense que, déjà, je commencerai par analyser le contexte mondial. Contexte mondial présenté comme étant marqué par des polycrises. Donc,
plus qu'une progression d'un simple cycle économique, les 2 dernières décennies ont été assez riches en événements qui nous poussent réellement à reconsidérer la nature de cette mondialisation, la nature de l'ordre mondial. Mais depuis 2020, c'est vraiment la combinaison assez alarmante, on va dire, des répercussions économiques de la pandémie mondiale, aggravée par des prix de l'énergie, l'inflation rapide et les tensions géopolitiques, principalement suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui nous amène à vraiment analyser les effets de cette incertitude, une incertitude qui, comme l'a rappelé le professeur Aboud Dahab, s'installe comme une caractéristique, on va dire, permanente dans les relations internationales. Donc, c'est pour cela que en juin 2022, Adam Tooze, qui est un professeur historien à Columbia University, a préféré utiliser le terme de polycrise pour justement décrire cette situation mondiale qui, selon son analyse, présente des chocs assez disparates et qui interagissent de sorte qu'en fait le tout est pire que la somme des différentes parties. En fait, ce qu'il veut dire par cela, c'est que les crises s'entremêlent et donc la guerre déclenchée par la Russie le 24 février 2022 a substantiellement accru l'ampleur des tensions et la complexité de ces interconnexions entre les différentes crises. Donc, plusieurs analystes s'accordent et s'entendent à présenter les récents développements comme étant une nouvelle redéfinition, une fragmentation du monde, une redéfinition de l'ordre mondial. L'ordre mondial qui était, comme l'ont rappelé les intervenants avant moi, le résultat de la victoire du bloc mené par le bloc occidental mené par les États-Unis et sur le bloc soviétique. Bien sûr, la période de la guerre froide était caractérisée par une bipolarité, une différence idéologique, une opposition idéologique entre les deux blocs. Et donc, la fin de la guerre froide a laissé place à ce que les triomphalistes, dont Francis Fukuyama avait présenté justement comme la fin de l'histoire. Mais justement, le retour de la guerre en Europe, la menace d'attaque nucléaire, même si nous parlons de tactique, de bombes tactiques, comme moyen de résoudre ces différends, et aussi l'affrontement à long terme entre, je ne dirais pas deux, mais plusieurs modèles politiques, nous mène aujourd'hui à questionner justement si nous assistons à une refonte de cet ordre mondial. Donc, déjà, je préférerais peut-être aussi analyser les ramifications de ces événements sur l'économie mondiale et aussi voir un peu en quoi ça pourrait mener à la création d'un ordre mondial. Donc, la question, effectivement, est de penser à quoi ressemblerait cet nouvel ordre mondial. Bien sûr, une question qui reste ouverte tant que nous n'avons pas vraiment de visibilité sur la fin de la guerre qui secoue l'Europe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Moscou et Pékin, mais aussi à Bruxelles et Washington, le modèle d'un concert, on va dire, multipolaire des grandes puissances avec des zones d'influence exclusives trouve de plus en plus de soutien. Donc, bien qu'elle soit très, très importante sur les marchés de l'énergie, la Russie ne représente réellement que 2% du commerce mondial. Donc, elle joue un rôle relativement mineur, on va dire, dans les investissements internationaux. Mais c'est vraiment en la Chine que les États-Unis ont trouvé une vraie compétition, surtout économique et technologique. Donc, la Chine est la deuxième puissance mondiale. En 2021, par exemple, la Chine représentait 18% des exportations mondiales de marchandises. C'est la part la plus élevée pour un seul pays, selon l'OMC. Et donc aussi, la Chine a attiré des investissements directs étrangers très importants. La Chine est le deuxième bénéficiaire et le quatrième source d'IDE. Donc, ce sont des tendances économiques beaucoup plus profondes qui ont été accélérées
et aussi mise en évidence par certaines annonces récentes. Il faut noter également qu'en fin mars 2022, l'Inde a dépassé le Royaume-Uni pour devenir justement la 5e économie mondiale en termes de PIB. Donc, en tout cas, ce que nous observons sur les dernières annonces, notamment entre la Russie et la Chine, c'est qu'il y a réellement un soutien pour redéfinir cet ordre mondial. Le dernier, on va dire, les derniers signes datent du 27 octobre. Je note 2 événements, dont un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui justement rappelle la profondeur des relations entre les 2 pays. Et cet appel prouve en fait des relations assez cordiales entre les 2 pays qui se disent réellement engagés à avancer ensemble vers un nouvel ordre mondial multipolaire, plus juste et plus démocratique. Le jour même, le 27 octobre toujours, lors de son discours annuel au Valdai Discussion Club, le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé les États-Unis et leurs alliés occidentaux et a appelé les autres pays du monde à justement se joindre pour justement construire un nouveau monde multipolaire. Donc, cette idée de multiple polarité est demandée par les puissances émergentes. Mais en fait, cela nous pose vraiment à nous poser plusieurs questions sur cet nouvel ordre mondial émergent qui a l'image des puissances émergentes et donc qui, pour certains, fait entrer le monde dans un désordre avec un système mondial multipolaire où nous aurons plusieurs pôles assez forts, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Amérique latine, l'Union africaine, et donc avec des alliances assez souples. Mais plusieurs questions, on peut avoir plusieurs questions sur les acteurs qui sortiront finalement plus forts de cette situation, lesquels seront plus affaiblis par la guerre qui secoue l'Europe. Est-ce que la Russie deviendra définitivement un État paria à l'échelle internationale? Est-ce que les pays qui coopèrent avec la Russie se verront demain sanctionnés? Ce sont vraiment des questions qu'on se pose et auxquelles vraiment, on va dire, l'avenir nous donnera plus de réponses. Mais quelques points également que je souhaite peut-être mentionner juste rapidement. Sous l'impact immédiat de la crise, l'accent a été surtout mis sur la manière de priver la Russie des revenus de ses exportations en gaz et en pétrole. Et donc, nous avons pu voir les conséquences non seulement sur la Russie, mais aussi sur plusieurs pays. Je prends par exemple l'Allemagne qui a dû, avec un nouveau parti vert au pouvoir, le nouveau gouvernement allemand a dû, dès ses premiers jours au gouvernement, revoir les principes de sa politique étrangère pour pouvoir justement sécuriser ses approvisionnements énergétiques et donc contrer un peu l'effet des sanctions qui ont été imposées sur la Russie et qui impactent son économie. Les pays ont dû aussi, pour assurer des stocks, en amont de l'hiver, essayer de diversifier leur approvisionnement de la Russie. Mais donc, pour le moment, le climat est assez chaud par rapport à d'habitude, mais on verra, l'hiver est aussi un test pour voir à quel point l'Europe a pu vraiment se défaire de la dépendance russe en gaz et en pétrole. Mais de par le monde, on va dire que la situation économique mène à justement une redistribution des cartes. L'inflation atteint des chiffres records, son plus haut niveau pour 40 ans pour plusieurs pays. On parle de 10% par exemple pour le Royaume-Uni. Plusieurs économistes parlent déjà de récession, de ralentissement qui persisterait probablement pendant la majeure partie de l'année prochaine. Donc, et tout cela suppose que l'impasse avec la Russie ne dégénère pas en une guerre générale ou même une guerre nucléaire qui a maintenant une chance qui devient non nulle de se produire. Donc, les points d'interrogation ne manquent pas autour de la situation actuelle, mais comment le monde empruntera une voie résiliente et durable
vers une stabilité, qui prenne en compte aussi les menaces climatiques, et quelle dynamique va vraiment se jouer entre ceux qui ont vraiment les ressources critiques du futur et ceux qui n'en ont pas. On accorde aussi beaucoup d'importance sur la question de l'approvisionnement en ressources, mais il faut aussi peut-être qu'on se focalise un peu sur les questions liées à l'initiative prise par plusieurs pays émergents, et qui est de pousser vers justement une dédollarisation du commerce international. Le dollar étant le talon vraiment d'Achille de la puissance américaine, c'est vraiment le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve sur les marchés internationaux qui fait la force économique américaine. Donc, le rôle du dollar est une source, on va dire, de frustration pour plusieurs pays émergents. Nous avons vu que plusieurs pays, par exemple l'Inde, qui décident de justement mener son commerce avec la Russie, avec le rouble ou le roupie. Donc, il y a une volonté de dédollariser leur économie en utilisant peut-être un panier de devises qui serait plus large pour leur commerce extérieur. Et c'est là où éventuellement nous pouvons aussi noter des organisations où, bien que les membres puissent être complètement opposés sur plusieurs dossiers, je parle de l'Organisation de coopération de Shanghai, où éventuellement ces pays qui se regroupent sous cette organisation pourraient éventuellement trouver un sujet commun autour de la dédollarisation du commerce international. Donc, là encore, une donne qui redistribue, une donne de redistribution des échiquiers mondiaux. Donc, un autre point, c'est vraiment un point que le professeur Canuto a également mentionné, c'est vraiment lié à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, la crise du Covid-19 nous a rendu beaucoup plus conscients de notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement. Nous voyons encore que, par exemple, la stratégie chinoise du zéro Covid et donc les confinements drastiques assez répétitifs qui durent toujours, indiquent que même 2 ans après la pandémie, le risque de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales n'a toujours pas été éliminé. Plusieurs pays ont préféré adopter des stratégies de nearshoring, donc des délocalisations plus proches, plus maîtrisables, plus contrôlables, pour trouver des fournisseurs plus proches de chez eux et donc sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, pendant la pandémie, on a vu qu'il y avait des pays qui avaient vraiment du mal à produire des masques, par exemple. Et là, maintenant, on a vu des usines en Europe qui ont dû abandonner le charbon russe et plutôt l'acheter en Australie, de l'autre côté de la planète, ce qui augmente substantiellement les coûts et donc les inconvénients. Donc, les sanctions n'ont, on va dire, fait que on parle de démondialisation, déglobalisation, mais ce n'est pas tellement, on va dire, la bonne terminologie. On le voit principalement dans, par exemple, des éléments majeurs de la crise actuelle. On voit aussi des tensions entre la Chine et les États-Unis qui s'aggravent autour de Taïwan, et donc des chaînes d'approvisionnement, principalement liées aux chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Qui se trouve au cœur de cette fragmentation mondiale. Donc, Taïwan domine actuellement la production mondiale de semi-conducteurs, qui représente 65% de l'offre mondiale. On parle de decoupling entre les États-Unis et la Chine au niveau des économies, bien que la Chine et l'économie chinoise et américaine soient très interdépendantes. Mais il y a cette notion de nearshoring, friendly shoring pour les États-Unis, où l'idée est de rapatrier une bonne partie de la production d'industries critiques. Là, on parle de semi-conducteurs principalement, mais plus proches, ou même voire dans le pays, qui a été par exemple la stratégie américaine par rapport aux semi-conducteurs. Donc voilà, je pense que
l'argument d'une démondialisation porte plutôt sur, on va dire, une régionalisation de la production, où la production pourrait être un peu plus proche. Et c'est là où le monde de plat de Friedman se retrouve un peu, on va dire, questionné, revisité. Donc, pour voir un peu les répercussions de cette crise et de cette redistribution pour l'Afrique, je pense que pour l'Afrique, je pense que tout dépend des pays. Il y a des pays qui sont producteurs de combustibles, donc il y a des pays qui sont producteurs de pétrole, de gaz, pour lesquels la situation actuelle n'est pas forcément dramatique en termes d'énergie, mais qui peut l'être sur d'autres volets. Il y a une insécurité alimentaire qui est liée aussi aux chaînes d'approvisionnement. Donc, dans cette reconsidération de sites de production, je pense qu'il y a là pour l'Afrique plusieurs opportunités de régionalisation pour faire avancer la régionalisation et donc l'intégration, on va dire, régionale. Donc voilà pour ma part, et je laisserai peut-être place aux questions pour ne pas trop me disperser sur cette réponse. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, pour votre intervention, combien riche et très, très intéressante. Je pense que nous arrivons donc à l'étape des débats. Je pense que le temps est déjà suffisamment épuisé. Nous allons prendre juste quelques questions de ceux qui nous suivent dans la salle et sur les différents réseaux sociaux. Vous mettez vos questions et l'équipe se chargera de nous les transmettre et on va poser quelques questions à nos différents panélistes. Juste d'ici là, donc de passage, on voudrait véritablement saluer tous ceux qui nous suivent du Tchad actuellement, du Tchad, de Haïti, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Maroc. On a des gens, on est suivi actuellement dans plus d'une dizaine de pays. Donc, merci beaucoup à nos différents panélistes pour les brillantes interventions. On va y aller assez vite, il manque vraiment du temps. On a une intervention, une question qui nous est posée. On a une question donc, que je vais vous rapporter. Quels sont les faits à connaître pour comprendre le nouvel ordre mondial? Je ne sais pas. Je vais donc demander à professeur Zakaria, si vous pouvez brièvement Oui. revenir sur cet aspect. Donc, la personne demande les faits à comprendre, les faits à connaître pour comprendre le nouvel ordre mondial. Oui, c'est-à-dire quand il y a ordre, en fait, c'est une notion mathématique. Et en sociologie, on dit qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre, c'est-à-dire le statut et les fonctions ou les rôles. L'ordre est constitué par une espèce de géométrie où les acteurs, chacun a une place déterminée dans une structure donnée. Et évidemment, sur le plan fonctionnel, on dit que chaque acteur doit remplir une fonction déterminée. Généralement, quand on parle, par exemple, des organisations internationales, prenez l'ONU, etc., a, de par les statuts fondateurs, des activités à accomplir. Préserver la sécurité internationale, promouvoir la coopération internationale, etc. Et pour cela, on mobilise un certain nombre de moyens. Généralement, la définition qu'on a de l'ordre, c'est une définition qui est systémique. C'est l'ensemble cohérent des règles orientées en fonction des finalités d'un système international. Si, par exemple, ce que nous appelons en droit international, relations internationales, la notion de régime international. Vous avez des principes comme des valeurs, nous avons des normes, nous avons des règles et des procédures.
Prenez la Charte des Nations Unies, les principes fondateurs, l'égalité souveraine, la non-émission dans les affaires intérieures, l'autodétermination, etc. Donc, ce sont des principes. Est-ce qu'aujourd'hui, cet ordre qui a été constitué autour de ces principes est toujours d'actualité? Il y a également les buts, les goals, assurer la paix, la sécurité internationale, promouvoir les relations amicales, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes objectifs sont d'actualité? Pour résumer, normalement, un ordre international, c'est un ensemble d'acteurs où chacun a une place déterminée en fonction des attributions qui lui sont conférées. Par exemple, aujourd'hui, il y en a ceux qui ont le veto, ceux qui ne l'ont pas. Donc, c'est un ordre d'après la Seconde Guerre mondiale ou l'après-Seconde Guerre mondiale, est toujours tenable. Et par ailleurs, l'ordre international est toujours téléologique, c'est-à-dire il suit des finalités données. Mais la finalité, ça dépend de chaque ordre, parce que par l'ordre international, donc ventilé, à mon avis, en plusieurs ordres. Il y a l'ordre commercial, l'ordre monétaire, l'ordre financier, l'ordre sanitaire, l'ordre culturel, l'ordre du travail qui est coiffé par l'organisation. Et normalement, c'est cela, quand on parle d'un ordre international, généralement, il y a un aspect qui est plus ou moins statique, mais il n'est pas figé. Ça veut dire qu'on va tenter de lui donner une certaine permanence, et en même temps, un aspect qui est dynamique et qui est, si vous voulez, corrélé à tout ce qui est négociation, réunion, assemblée générale, pour tendre, non pas les principes, parce que normalement, quand on parle du principe de liberté, c'est un principe qui est quasiment permanent, pour ne pas dire absolu. Voilà, l'égalité, oui, ne doit souffrir aucune concession. On peut réajuster le tir, certes, à travers des correctifs techniques, mais la finalité doit rester toujours le développement durable, l'accomplissement des humains, le bonheur, la paix, c'est philosophique. Et ça, c'est important. Il y a de la philosophie aussi du droit international, de la philosophie des relations internationales qui est une notion d'ordre international. Ok, très bien. Merci beaucoup, professeur. Donc, une question pour Dr Canuto. Dans ce scénario de nouvel ordre mondial, quels sont les objectifs visés par les uns et quels sont les objectifs visés exactement par les acteurs en place? Est-ce une simple question d'énergie, de ressources, ou est-ce une question de pouvoir beaucoup plus que ça? D'accord. Bonne question. D'abord, je dois mentionner le suivant. Quand on parle d'ordre économique mondial ou international, on pense particulièrement pas au poids de PIB des pays, pas de taille, mais surtout sur les règles qui commandent les relations entre les pays et inclusive les relations entre les États des pays et ses acteurs privés. Quand on parle d'hégémonie d'un pays, on parle des règles qui sont établies au niveau mondial, qui sont d'accord avec ce que l'hégémon propose et pense à son avantage. C'est très important parce que ce n'est pas une chose seulement de croissance de taille des économies, mais une chose de règles. Et par hasard, les conflits commerciaux et les conflits de discussion entre les États-Unis et la Chine seul commence quand l'absence de l'obédience des règles par la Chine par rapport au secteur de haute technologie a commencé à être un défi pour l'ordre comme il l'était. La chose de règles de comportement, la chose c'est là le component central pour définir un ordre. Bon, aussi deux choses que je voudrais parler sur deux thèmes qui ont apparu à la discussion, particulièrement de Sarah, c'est la suivante. Il faut prendre soin tout le temps de la dimension publique, le point de vue des policy makers, le point de vue des États et le point de vue des processus économiques qui se passent au-dessus de là. C'est très important parce que fréquemment,
des analystes qui pensent comme Broca parlent de dédollarisation, comme si la dollarisation était le résultat seulement des décisions de policymakers. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que, par exemple, la Chine, et a fait ça, peut promouvoir l'utilisation de renminbi comme réserve de pays, mais la raison par laquelle le dollar est responsable pour plus que 60% des transactions internationales, ce n'est pas une question de volonté des policymakers, c'est que toutes les réserves privées internationales sont faites en dollars parce que l'alternative ne serait pas confiable. Est-ce que quelqu'un ici, je ne veux pas poser mes épargnes au titre chinoise si je ne suis pas sûr si le gouvernement chinois peut décider de fermer l'accès à son argent. Et la Chine sait ça, mais la Chine a décidé que l'avantage de maintenir le contrôle des capitaux, c'est plus grand que l'avantage de devenir un pôle d'attraction de réserves internationales. Alors, ça veut dire que même avec les sanctions qui ont se passé après l'invasion de l'Ukraine, même avec la méconfiance, et même avec certains pays en décidant de diversifier leurs réserves officielles dehors de dollars, les réserves internationales et l'utilisation du monnaie pour des transactions financières vont rester autour de monnaie occidentale, de dollars, et pas pour des autres alternatives, même si les bureaucrates aux États ont l'intention de ça. Deux, un raisonnement paru s'applique à la chaîne de valeur. Les brokers peuvent avoir le désir de changer le profil de valeur de chaîne à cause des raisons géopolitiques, etc. Mais affecter la configuration de chaînes de valeur comme elles sont, ça veut dire coût, prix, manque de compétitivité. Parce que la configuration des chaînes de valeur sont comme ça, pas par hasard, mais pour des raisons structurelles qui étaient au-dessus de le développement des chaînes de valeur. Ça veut dire que c'est possible la reconfiguration des chaînes de valeur avec nearshoring, avec friendshoring, oui, mais ça veut dire qu'il y a besoin des subsides de tellement de ressources publiques utilisées pour affecter le calcul privé. Et ça, c'est la raison principale pour ce que je dis, que la déglobalisation de chaînes de valeur sera relative, circonscrit à certains secteurs, particulièrement de technologie, mais pas une tendance générale, parce que le coût d'essayer une tendance générale serait tellement haut que les pays vont souffrir. Ça, c'est la raison par laquelle la guerre commerciale commencée par Trump a été mauvaise pour l'industrie manufacturière américaine. Ce n'est pas par hasard que Trump n'a parlé pas du tout sur les guerres commerciales pendant la dernière année de son gouvernement, parce que c'était une telle faillite que même si, par exemple, le président Biden a maintenu certaines restrictions héritées de l'héritage du période Biden, la vérité, c'est que la guerre commerciale américaine de Trump était coûteuse pour les États américains, pour les Américains. Alors, ça veut dire qu'il y a des limites aux politiques de nearshoring, de friendshoring, parce qu'elles ont des coûts qui sont considérés, parce que les acteurs, les agents privés ne vont pas changer leur positionnement, sauf s'il y a de subsides, sauf s'il y a des politiques industrielles monumentales. Ça, c'est pourquoi
ces mouvements dérivés de volonté politique ont des limites à la configuration de la division internationale du travail. Sarah. Donc, Sarah, deux questions. Nous avons sélectionné deux questions pour vous. La première question, c'est quelles sont les conséquences positives ou négatives de ce nouvel ordre mondial pour l'Afrique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur le commerce international, particulièrement l'alimentation mondiale, au-delà de cette année, c'est-à-dire à partir de cette année jusqu'à 2023, 2024 et consorts? Sarah. Alors, je répondrai principalement à la première question. Je pense que pour ce qui est des conséquences positives ou négatives, donc je pense que en fait les conséquences de la crise actuelle sont assez diverses pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas estimer que l'impact va être le même pour tous les pays, mais clairement pour les pays qui sont, comme je l'ai dit, producteurs de matières premières, il s'agit là, oui, d'une opportunité de vendre plus cher, mais encore faut-il répondre à beaucoup d'autres urgences qui sont liées pour certains pays à la sécheresse, au prix des denrées alimentaires qui augmentent. Donc, il y a une opportunité, mais avec aussi beaucoup de défis. Et je pense qu'il y a aussi plusieurs limites à l'idée d'avoir, on va dire, des effets positifs. L'effet positif pourrait être à travers les opportunités qui pourraient en découler, c'est-à-dire essayer de voir toutes les opportunités offertes par le potentiel de l'intégration régionale en Afrique, par le fait d'avancer sur l'implémentation de l'accord de libre-échange continental. Donc, je pense que afin de trouver peut-être une place dans cette redistribution mondiale, l'Afrique doit peut-être voir aussi les opportunités qu'il pourrait y avoir dans ces régions, éventuellement pour voir comment en fait mieux bénéficier des ressources qui sont présentes dans le continent, essayer de justement définir des pôles de production continentaux qui pourraient justement nourrir l'Afrique avec des besoins critiques qui sont les fertilisants, justement, les ressources, le gaz, le pétrole. Donc, ce sont des ressources qui sont très disponibles en Afrique. Et donc, je pense que le fait de se recentrer, de voir tout le potentiel qui pourrait découler de l'intégration régionale est une opportunité pour l'Afrique. Voilà. Très bien, donc merci beaucoup à Sarah pour cette intervention. Je pense que le temps est le temps qui nous avait été accordé est épuisé. Donc, nous allons tout simplement remercier nos trois panélistes, professeur Mohamed Zakaria Aboudahab, que nous remercions chaleureusement, docteur Octaviano Canuto, que nous remercions, et Sarah Asna Mokadem du Policy Center for NUSAF. Et nous voudrons aussi remercier particulièrement toute l'équipe du Policy Center for NUSAF qui a préparé ce webinaire avec nous. Nous vous remercions, vous aussi, qui nous avez suivis d'un peu partout. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et bien de choses à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À demain, Sarah.